Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce second webinaire qui est dédié à la facturation électronique. Alors nous faisons une seconde édition de ce webinaire pour plusieurs raisons. La première étant que le premier ayant été fait en anglais, il y a eu quelques possibles difficultés de compréhension et ça nous a été remonté qu'il était nécessaire, mais en tout cas opportun, de faire un webinaire en version française. Mais également aussi parce qu'il y a eu des mises à jour de l'administration fiscale française qui, au 31 mars 2012, a mis à jour du coup ce dossier de spécification externe qui nous permet d'en savoir un petit peu plus sur les tenants et les aboutissants de la réforme e-invoicing et e-reporting. Le webinaire d'aujourd'hui sera plus orienté sur les schémas qui sont mis en place par l'administration fiscale ainsi que les acteurs avec lesquels vous allez échanger dans le cadre de ces réformes. Ça signifie que on va revenir sur les grands concepts que l'on a évoqués lors du premier webinaire, c'est-à-dire sur toutes les définitions et sur le champ d'application de ces réformes, mais on va essayer d'orienter ça de façon à ce que vous puissiez préparer les échanges que vous allez avoir avec vos futurs collaborateurs, qui sont tous les opérateurs de dématérialisation et tous les acteurs justement de cette réforme. Donc, ce webinaire, il sera animé par Pascal et moi-même. Donc, je suis consultant, Mathieu Bournac, je suis consultant TVA depuis 2 ans maintenant. Alors, j'ai eu la chance de vous assister pour certains sur vos questions fiscales opérationnelles. Et aujourd'hui, on va essayer de détricoter un petit peu cette réforme e-invoicing et e-reporting avant que vous y voyiez plus clair. Il y aura également dans le cadre de cette intervention, Fariza Bourati, qui est une nouvelle collaboratrice de chez TVA International et qui s'occupera du chat afin qu'elle puisse noter vos questions si jamais vous en avez et qu'on puisse soit y répondre en direct si on a le temps durant la présentation aujourd'hui, soit de la même manière que l'on a fait la dernière fois, inscrire ces réponses à la fin de la présentation afin de vous les communiquer et que vous puissiez préparer la réforme de manière opportune. Le contenu aujourd'hui, on a distingué un petit peu notre manière de présenter par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer aux questions qui, quoi, comment et quand sur le e-invoicing et le e-reporting en même temps, on a scindé en deux parties ces deux pans de la réforme qui ont des exigences distinctes sur certains points et qui sont totalement complémentaires sur d'autres, puisque les deux ont vocation à communiquer de manière mutuelle. Donc, dans un premier temps, Pascal vous fera une introduction générale, donc on reviendra sur les grands principes de la réforme. La deuxième partie sera consacrée au e-invoicing, et donc qui est concerné, quelles sont les opérations concernées, et enfin comment la réforme va-t-elle être mise en place. De la même manière pour le e-reporting, qui est concerné, quelles sont les opérations et comment les données devront être transmises à l'administration fiscale. Et enfin, on fera un retour sur le planning, c'est-à-dire le calendrier de la réforme, donc quand est-ce que vous devez préparer vos actions afin d'être compliant d'un point de vue e-invoicing, e-reporting. Je vais laisser la parole à Pascal pour l'introduction. Merci Mathieu, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors effectivement, on fait une redite, mais plus complète. On a plus d'informations, mais on va quand même s'attacher à redéfinir le contexte, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est l'e-invoicing, qu'est-ce que c'est l'e-reporting, quels sont les objectifs de la réforme, pourquoi elle a été mise en place, qu'est-ce que l'administration cherche à faire en implémentant ces nouvelles solutions. On vous a également mis les sources légales. Alors, bien que ce soit un webinaire qui va aller de façon plus approfondie sur la partie technique, nous ne sommes pas chez TVA International des experts de la technique, donc on ne va pas vous parler non plus du détail des formats, on va plutôt vous expliquer le fonctionnement, c'est ce qui nous intéresse, c'est que vous partiez de ce webinaire en ayant compris comment ça fonctionne et ce que vous devez faire. Alors, la facturation électronique en France est possible depuis 1990, loi de finances 1990, et c'était d'abord le format EDI qui était privilégié par l'administration. Ça n'a pas du tout marché, c'était compliqué à mettre en œuvre, peu de sociétés ont adhéré. Alors, c'est resté un peu en l'état, et par contre en 2010, il y a eu un nouvel élan lancé par l'Union européenne, avec la directive sur la facturation électronique, où là, on a eu plus d'éléments. Quand elle a été transposée en France, l'administration a du coup reconnu
des formats comme l'EDI qui existait déjà, mais également le fait de pouvoir émettre une facture en PDF, mais avec une certification, une signature qualifiée. Et c'est là aussi qu'on a pu voir l'introduction de la piste d'audit fiable et contrôlée pour toutes les factures qui n'étaient pas reconnues comme une facture électronique officiellement. En 2014, on a eu l'obligation pour tout ce qui est B2G, donc toutes les facturations vers les établissements publics, qu'ils soient désormais faits en facturation électronique. Donc c'est quelque chose qui existe déjà de façon en dur depuis 2014, au moins pour ces opérations-là. Donc maintenant, l'administration souhaite généraliser cette obligation. Et ce sera à partir de 2024, le calendrier avait été remanié. Alors, la facturation électronique, c'est quoi? C'est un message structuré, donc c'est la facture, mais sous un format électronique. On va transmettre à l'administration les données de la facture sous un code à suivre, un format particulier. L'administration est en train a ouvert pas mal de portes du coup de possibilités sur la transmission et les formats que l'entreprise peut adopter. Mais voilà, c'est la dématérialisation. Donc, on revient à cette notion de big data, de transmission des informations. Là, on va être quand même sur du temps réel, enfin la possibilité de transmettre en temps réel, quasi temps réel. Vous le verrez dans les slides suivants. L'e-reporting, c'est tout simplement le détail des opérations. L'e-reporting vient compléter la facturation électronique en apportant des informations supplémentaires. Vous verrez que aujourd'hui, on a des données dans une facture, mais l'e-reporting va venir apporter des informations supplémentaires qu'il vous faudra aller chercher, qu'il faudra du coup mettre en place. Des nouvelles règles sur… enfin, l'administration veut à terme pré-compléter ses déclarations de TVA. Pour ça, il va falloir qu'il y ait un certain nombre d'informations, notamment en termes d'exigibilité de la TVA. Alors, quels sont les objectifs de la réforme? Évidemment, le premier point que vise cette réforme, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Comment? On vous l'a dit en introduction, en transmettant en temps réel les informations, l'administration peut du coup faire des contrôles automatiques. Donc, elle a généralisé la facturation électronique. Ça permet de récupérer un certain nombre de data. Il faut savoir qu'en France, il y a un manque à gagner, une perte de TVA estimée à 13 milliards d'euros. Vous avez sûrement entendu parler du VAT gap, qui est l'écart entre la TVA attendue sur une année et la TVA effectivement collectée par l'administration. Et dans ce VAT gap, il y a une majeure partie qui est constituée par la fraude, et c'est la réduction ou la maîtrise du moins de ce flux-là que l'administration vise à maîtriser. La pertinence des données, pourquoi? Parce que vous avez tous entendu parler de la loi ESSOC, qui est un État au service d'une société de confiance. La confiance, ça passe par la transparence, et la transparence, elle arrive par la data. Aujourd'hui, les sociétés ont la possibilité, sont toutes équipées en serveurs, l'administration a des serveurs, on envoie de la data, on peut traiter la data, on revient sur cette notion de big data en vigueur dans l'Union européenne depuis maintenant une dizaine d'années. Ça permet d'avoir une connaissance en temps réel de l'activité des entreprises. Ça permettra aussi de remplir automatiquement les déclarations de TVA. Et enfin, ça fait aussi un rappel à la partie antifraude, l'amélioration des audits, évidemment. Étant donné que l'administration a toutes les informations, elle a collecté toutes les informations, elle peut plus facilement identifier les points litigieux, toujours dans ce contrôle continu des transactions, qui est très en vigueur aussi dans l'Union européenne actuellement, le CTC. On cherche à suivre en temps réel et à contrôler en temps réel en faisant des croisements de données, des croisements de reporting, et garder aussi en tête que ça s'inscrit également dans le cadre de l'ECF. L'ECF est aussi l'examen de conformité fiscale
que l'administration a lancé l'année dernière s'appuie sur ces mêmes données de confiance et de transparence. Et également, toujours dans ce point audit, la PAF est toujours en vigueur. N'oubliez pas que depuis 2022, les contrôles fiscaux en France ont repris. L'administration nous avait un peu laissé tranquille avec le Covid. Maintenant, ça a recommencé, on voit de plus en plus. Et la PAF est un document aujourd'hui qui est systématiquement demandé lors des contrôles fiscaux. Voilà, donc une introduction un peu générale sur de quoi on parle et les objectifs. On vous a laissé en slide suivant toutes les sources légales des réformes à venir, avec, vous noterez, pour ceux qui étaient présents au webinaire précédent, une mise à jour du dossier de spécification externe, donc le cahier des charges qu'il faudra remplir pour être compliant en 2024, qui est la dernière version du 31 mars 2022. Je vais laisser la parole à Mathieu. Donc, on va s'attaquer maintenant au e-invoicing, donc la facturation électronique. Cette partie, on va la voir, on va la scinder en 3 grandes parties, c'est-à-dire qui est concerné. Donc là, on va faire effectivement une redite de ce qui avait été évoqué lors du dernier webinaire. Quel est le périmètre d'application de la facturation électronique, c'est-à-dire quelles opérations sont concernées, puis quelles opérations sont exclues du champ d'application de la facturation électronique. Et enfin, le comment va se structurer cette facturation électronique, c'est-à-dire les schémas de transmission qui sont envisagés par l'administration fiscale. C'est là-dessus qu'on a essayé de faire une mise à jour par rapport au précédent webinaire, puisqu'on a ajouté les circuits qui sont envisagés par l'administration fiscale, ainsi que les différents acteurs et leurs actions dans le cadre de cette mise en place de la réforme. Et enfin, un dernier laïus sur les formats de manière succincte, puisque alors, quand on s'attaque au format, il faut avoir des connaissances IT et c'est pas forcément le sujet aujourd'hui du webinaire comme l'a évoqué Pascal, donc on va repasser dessus assez rapidement. Donc, qui est concerné par la réforme e-invoicing? Alors, comme vous pouvez le voir sur la slide, il y a 2 conditions pour être concerné par le e-invoicing. C'est 2 conditions qui s'attachent à la qualité de l'opérateur qui va être en place, et donc ce sont tous les assujettis qui sont établis en France. Pour rappel, la notion d'établissement est parallèle avec la notion de siège social, et c'est réellement où est établie la société, où elle a son quartier général ou son siège social. L'assujettissement est la condition, c'est-à-dire de détention d'un numéro d'immatriculation à la TVA en France, et donc se distingue de l'établissement, puisqu'on peut être assujetti sans être établi et vice-versa. Donc, en étant établi et assujetti, on est soumis à l'obligation e-invoicing. Cette obligation, elle peut être sanctionnée, notamment de pénalités qui s'élèvent jusqu'à 15 000 € par facture, qui s'élèvent jusqu'à 250 € par transmission, dans la limite de 15 000 € qui concernent les assujettis, mais 45 000 €, donc un plafond qui est plus élevé pour les partenaires privés. Merci Mathieu. Alors, établi et assujetti, mais pour quelles opérations? C'est l'objet de ce slide. Le périmètre, donc les transactions réalisées en B2B. Je suis une société française, je vends à mon client qui est français, je devrais émettre une facturation électronique, quel que soit le régime de TVA en vigueur, c'est-à-dire que mon client peut très bien être soumis au régime du réel, être micro-entrepreneur, avoir une franchise de TVA, qu'importe, l'obligation de facturation électronique s'applique. Les opérations internationales aussi, donc les exportations de biens, pas les livraisons intracommunautaires. Alors pourquoi les opérations intracommunautaires sont déjà reportées dans le récapitulatif TVA, donc ce n'est pas la peine de les inclure dans le périmètre de la facturation électronique. C'est peut-être des choses qui vont évoluer. Pour l'instant, il faut savoir que le socle de la réforme est finalisé à 75% seulement. Donc, on a encore des attentes vis-à-vis de l'administration et des précisions qu'elle doit nous apporter. Tout ce qui relève de livraison de biens d'occasion, d'œuvres d'art, enchères publiques,
ça rentre dans le périmètre, pas d'exception pour ce type d'opération particulière. Il faut savoir que toutes les factures sont concernées, à savoir les factures commerciales classiques, mais aussi les acomptes, les avoirs, tout ce qui relève de l'autofacturation également. Toutes ces opérations-là vont devoir être émises de façon électronique à compter de l'entrée en vigueur de la réforme. Alors, il existe également des opérations qui ont été exclues expressément du champ d'application de cette réforme. Ça signifie qu'elles ne seront tout simplement pas soumises à l'émission ou à la réception à cette obligation de facturation électronique. Elles sont de deux types. Il y a les opérations exonérées de TVA selon les articles 261 et suivants du Code général des impôts. Donc, ça correspond à des secteurs d'activité économique qui ont fait l'objet d'une exonération par le législateur. Donc, on pense à l'enseignement, le secteur bancaire, le secteur assurantiel, agricole, médecine et les associations. Il y en a d'autres, on ne va pas tous les énumérer, mais également donc, les opérations qui sont liées à un contrat de défense publique ou de sécurité dans le cadre de la commande publique. Donc là, on est dans une relation qui sera plus B2G. Donc il y a vraiment deux pans d'opérations qui sont exclus du invoicing et il est toujours bon de les rappeler. Alors, comment cette facturation électronique va entrer en vigueur? On ne peut pas vous décrire les schémas sans vous décrire en amont les intervenants. Le premier intervenant, c'est le portail public de facturation. Le portail public, ça va être une plateforme qui a été créée par l'administration française, qui est la seule plateforme qui va communiquer des informations à l'administration fiscale. Donc, ça veut dire que c'est la plateforme qui va centraliser toutes les factures avant transmission à l'administration fiscale qui va pouvoir les traiter. L'autre acteur fort, c'est la plateforme de dématérialisation partenaire, la PDP. La PDP, c'est la seule plateforme qui va être, enfin, ce seront des plateformes privées qui seront autorisées à communiquer avec le portail public de facturation. Elles auront un agrément qu'elles vont devoir obtenir, une certification, elles vont devoir répondre à un cahier des charges assez strict, une certification qui sera attribuée par un audit tiers, qui ne sera pas fait par l'administration, et répondre à certains critères, notamment le label SecNumCloud, qui est l'archivage dans le cloud des données de facturation. Les plateformes de dématérialisation partenaires vont offrir aux entreprises un certain nombre de services complémentaires qui vont relever de l'ordre de l'émission, du contrôle des opérations, des informations sur le cycle de vie, on pourra en reparler après. Et par tous ces services, elles se diffèrent de l'opérateur de dématérialisation qui n'est pas partenaire, ce qu'on va appeler l'OD. L'OD est en communication uniquement entre le fournisseur ou le client et sa plateforme de réception. L'OD ne peut pas communiquer avec le portail public de facturation. Donc, trois opérateurs, le PPF qui centralise tout, les PDP qui sont autorisés à communiquer avec le PPF et les OD qui sont un opérateur facultatif et qui ne peuvent pas communiquer avec le portail public de facturation, qui vont apporter une aide au niveau de l'entreprise en matière uniquement de dématérialisation et de conversion de format vis-à-vis du fournisseur ou du client. Alors, on a essayé de vous faire un schéma de manière à avoir une vision un petit peu éclatée de tous les acteurs qui vont opérer dans le cadre de la facturation électronique. Donc, on a abouti à ce dernier. Donc, vous pouvez voir en flux A et B, en haut et en bas. Donc, pour le flux A, on va avoir des opérateurs qui agissent sans opérateurs de dématérialisation non partenaires, qui vont communiquer avec une plateforme de dématérialisation partenaire, qui, elle, va communiquer d'autres données, voire la facture, directement au portail public de facturation. Et on va voir également que le portail public de facturation, il peut, avoir
les données relatives au flux e-invoicing, mais également e-reporting, on le verra plus tard, grâce à la mise en place d'un nouvel outil qui est l'annuaire centralisé qui va rassembler les informations, que ce soit pour les fournisseurs ou pour les clients, c'est-à-dire qu'on va identifier un petit peu quel fournisseur et quel client travaille avec quelle plateforme de dématérialisation partenaire ou quel opérateur de dématérialisation. Donc, c'est vraiment pour une identification des outils qui sont utilisés par chaque partie au contrat. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a essayé de faire une légende afin que vous puissiez comprendre. Entreprise B, client B peuvent également travailler avec des opérateurs de dématérialisation partenaires, mais ces derniers, il faut le rappeler, sont facultatifs et donc il n'y a aucune obligation de passer par ces OD afin de pouvoir être compliant d'un point de vue facturation électronique. Je me permets juste de compléter en rappelant que la facturation électronique, c'est son émission électronique, sa transmission électronique et sa réception électronique, et que du coup, l'annuaire centralisé, et on va en parler, d'ailleurs c'est moi qui aborde ce sujet juste après, l'annuaire centralisé, c'est en fait le répertoire où l'administration, enfin le portail public de facturation, va pouvoir trouver l'information de où est-ce que je dois renvoyer cette facture que j'ai reçue. C'est en fait un annuaire de routage. Toutes les sociétés vont devoir se référencer auprès de l'annuaire centralisé et ça permettra, lorsqu'une facture électronique arrive sur la plateforme publique, de pouvoir être renvoyée vers le client, puisque à partir du moment où on va passer en mode électronique, il n'y aura plus d'envoi direct entre le fournisseur et le client. Tout passera via les plateformes. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus envoyer une facture papier ou par email en disant au cas où vous ne la recevez pas, je vous l'envoie. Ça n'aura aucune valeur. Les seules factures valables seront celles récupérées sur les plateformes. Donc, l'objet de cet annuaire centralisé, c'est tout simplement de répertorier l'ensemble des sociétés et de pouvoir compléter de façon précise. Donc, ça va s'appuyer sur le SIREN ou le SIRET, le cas échéant, afin que la bonne personne reçoive la facture qui a été mise à son bénéfice. C'est bien ça. Et donc, l'annuaire électronique a vraiment l'annuaire centralisé a vraiment une place très importante dans la réforme. Ce sont les plateformes, les PDP qui vont pouvoir pousser les informations vers cet annuaire et le mettre à jour. Pour information, cet annuaire pourra fonctionner de 3 façons différentes. Une API qui permettra du coup d'échanger en machine-to-machine en temps réel toutes les informations. Sinon, on a la possibilité de se connecter dessus en mode portail et de faire une saisie manuelle. Mais il y a aussi la possibilité de travailler en batch toutes les 24 heures, d'envoyer des informations pour mettre à jour le routage des factures. Dans le cadre des schémas de transmission envisagés, l'administration fiscale, dans ce dossier de spécification externe, a fait ressortir un schéma qui est plébiscité par tous les acteurs et tous les acteurs de la réforme, qui est le schéma en Y. Donc, on va le voir par une suite de schémas, comment s'agencent un petit peu les différents partenaires dans le cadre des schémas de transmission. Mais l'essentiel est de garder à l'esprit que les opérateurs peuvent choisir de passer directement par le portail public de facturation. Ils peuvent également choisir de recourir à une plateforme de dématérialisation partenaire. Et en outre, il y a également la possibilité pour l'émission d'une facture électronique de recourir à un opérateur de dématérialisation qui communiquera à la plateforme de dématérialisation, qui communiquera au portail public de facturation. Donc, on va voir la suite de schémas dans un instant. Donc, il y a le premier qui correspond au circuit A, dans le cadre duquel le fournisseur, aussi bien que le client, vont transmettre leur facturation électronique directement au portail public de facturation. Cela signifie que le fournisseur A, qui utilise un opérateur de dématérialisation ou non, pour rappel, c'est toujours facultatif, va transmettre sa facture électronique au portail public de facturation et y saisir les données relatives
à cette facture électronique. Le portail public de facturation va transmettre les données relatives à cette facture à l'administration fiscale, puis communiquer au client A, soit par l'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation, soit en direct, cette facturation électronique pour prise en charge comptable et de la même manière sur la déclaration. Et le choix qui s'opère dans la transmission de cette facture est inscrit dans l'annuaire centralisé qui est symbolisé par le petit schéma que vous avez au-dessus du PPF. Exactement. Le circuit B1 correspond au circuit où le fournisseur va, comme précédemment, opérer directement par le portail public de facturation. En revanche, le client, à la réception, n'a pas de solution interne pour recevoir ses factures électroniques ou traiter ces formats, et donc va passer par le biais d'une plateforme de dématérialisation partenaire. Cela signifie que le fournisseur A envoie sa facture électronique au PPF, qui transmet les données à l'administration fiscale. Le PPF transmet cette facture électronique à la plateforme de dématérialisation partenaire, qui va la transmettre à son tour après traitement au client A pour, de la même manière, traitement en comptabilité et fiscal. Le circuit B2, donc c'est de la même manière, on a l'intervention d'une plateforme de dématérialisation partenaire, sauf que cette fois, elle sera à l'émission pour le fournisseur A. Cela signifie que le fournisseur A émettra sa facture électronique en direct ou par l'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation pour communication à la plateforme de dématérialisation partenaire qui va traiter les informations puis faire ressortir cette facture électronique pour communication au PPF, données transmises à l'administration fiscale et de la même manière, le PPF transmet la facture et ses données soit à l'opérateur de dématérialisation partenaire du client, soit directement au client. Et enfin, il existe le circuit C, donc c'est celui qui paraît un petit peu plus costaud parce que le client comme le fournisseur recourent à des plateformes de dématérialisation partenaires. Et il y a une petite distinction qui s'opère sur ce dernier, parce que ça fait partie des cas où la plateforme de dématérialisation partenaire du fournisseur pourra communiquer directement des données au portail public de facturation qui les recommuniquera à l'administration fiscale sans nécessairement la communication d'une facture électronique. Donc, cette petite distinction à opérer. Sinon, on est toujours dans le cadre d'un schéma un petit peu similaire, c'est-à-dire le fournisseur transmet ses données à la PDP qui va transmettre soit la facture électronique au PPF, soit ses données et la facture électronique est communiquée à la plateforme de dématérialisation partenaire du client. Donc, communication des données au PPF qui communique à l'administration fiscale, qui recommunique pour la réception à la plateforme de dématérialisation partenaire du client. Cette plateforme de dématérialisation partenaire du client va, elle, traiter les données, puis remettre cette facture électronique au client A pour traitement. Merci Mathieu. On a plusieurs schémas finalement parce qu'il y a une certaine souplesse dans la mise en place de la réforme. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Vous voyez qu'il y a quand même les différents schémas, c'est parce qu'on a plusieurs options possibles. L'administration a souhaité que les sociétés qui avaient déjà entamé des processus de dématérialisation ne soient pas trop contraintes à recommencer tout depuis le départ et qu'elles puissent adapter leur fonctionnement existant à la réforme qui entrera en vigueur dans 2 ans. Pour compléter la description des schémas de facturation, on vous parle aussi du format. Il y a 2 formats à retenir. Hein. Le format syntaxique, ça va être tout simplement le format de la facture. C'est un format, ça va être du code. Hein. Il y a des centaines de types de formats possibles. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut choisir un format de facture. Il y a celui que vous émettrez, après il y a celui que vous recevrez. Celui que vous recevrez pourra être transformé, modifié par soit la plateforme privée, soit l'opérateur l'OD, l'opérateur de dématérialisation. Donc, format syntaxique, le format de la facture. Format sémantique, c'est la structure du message contenu dans la facture. Quelles sont les informations qu'il faut inclure dans la facture? Et ça, c'est encore un format différent. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 formats,
Il y a le format de la facture et le format de ce qui est contenu dans la facture et le message qui est associé dans la transmission de la facture. Les normes et règles à retenir, donc le format syntaxique, ce sera forcément un format structuré. Donc le format structuré le plus connu que vous connaissez, c'est l'EDI, l'échange de données informatiques, pardon. Mais ça peut être aussi un format mixte. Le format mixte hybride aussi a un certain avantage, c'est que il allie en fait la possibilité d'avoir un message structuré, mais également permettre d'associer une image et d'autres informations complémentaires à la transmission des données. Alors, quelles informations complémentaires? Ça peut très bien être des preuves des bons de livraison. Ça peut très bien être des confirmations, un certain nombre d'informations complémentaires qui vont permettre notamment de compléter une partie de la piste d'audit fiable. Pas totalement, mais en partie, du moins sur la partie émission. Donc le format structuré EDI, il est machine to machine, mais par contre, quand on reçoit une facture EDI, on ne peut pas l'afficher à l'écran, elle n'est pas facilement accessible, alors que le format mixte, il contient un format structuré, mais également une image de la facture. Et donc, l'administration pense notamment aux petites entreprises, aux artisans qui n'auront pas les moyens de développer des systèmes d'information complexes pour décoder tout ça et qui auront besoin finalement de pouvoir lire la facture pour l'enregistrer. Et donc, le format mixte hybride type FactureX est privilégié pour ce type d'entreprise. Alors, le format structuré pour les grosses entreprises, le format mixte pour les autres. Le format sémantique, quand on en a parlé tout à l'heure, il y a deux types de formats dans la transmission d'informations. Comme Mathieu vous l'a indiqué tout à l'heure, il y a une partie où on envoie la facture, une partie où le portail public de facturation envoie simplement des données. Donc là encore, des formats différents possibles. Une large palette de formats existe et seront disponibles en fonction du partenaire que vous aurez identifié et surtout des besoins de votre entreprise. Voilà pour la partie facturation électronique. On espère qu'on ne vous a pas perdu avec la fin qui était un petit peu technique. Et on ne vous cache pas que ce n'est pas non plus le sujet qu'on maîtrise le mieux. Vous vous en serez peut-être rendu compte. On va maintenant enchaîner sur la partie e-reporting. E-reporting, on verra d'abord, comme précédemment, qui est concerné, quelles sont les opérations incluses, quelles sont les opérations exclues, on va reparler du périmètre, et comment seront transmises les données et à quelle fréquence. On enchaîne. C'est parti. Donc, sur qui est concerné par le e-reporting, il y a également deux conditions comme pour le e-invoicing, sauf que cette fois, il y a une condition qui s'attachera à l'opérateur et l'autre condition qui s'attachera aux opérations dans lesquelles il va s'entremettre. C'est-à-dire, le e-reporting concerne toutes les personnes qui détiennent un numéro de TVA en France, qu'ils y soient établis ou non. Donc, on distingue avec le invoicing que le siège social soit en France ou non, ça nous importe peu. Ce qui nous intéresse, est-ce que l'entreprise dispose d'un numéro de TVA en France? Une fois qu'on a cette condition, on s'intéresse à l'opération. Donc, est-ce que l'assujetti détenant un numéro de TVA en France effectue des opérations internationales B2B ou B2C à destination ou depuis la France? À partir du moment où il effectue ce type d'opération, il sera soumis à cette obligation e-reporting. C'est important de bien distinguer avec le invoicing. Cette fois, on s'attaque au numéro d'immatriculation à la TVA, le siège social, on l'écarte, et les opérations. Et une fois qu'on est soumis à cette obligation e-reporting, on va voir quelles opérations plus précisément sont concernées, et notamment au niveau des achats. Merci Mathieu. Je vais du coup vous décrire le périmètre. Qu'est-ce qui est inclus dans cet e-reporting que les assujettis devront communiquer à l'administration? Côté achat, alors du coup on a achat et vente, le e-reporting. Achat, ça va être
ça va présenter une difficulté que vous allez comprendre tout de suite, c'est que je reçois une facture d'un fournisseur italien, je suis une société française, j'ai un numéro de TVA français, je reçois une facture d'un fournisseur italien, et bien cette facture, j'ai obligation de l'inclure dans mon e-reporting. Ça veut dire que je vais devoir la saisir et saisir toutes les informations exigées par le e-reporting, parce que comme on l'a dit en introduction, le e-reporting va permettre à l'administration de collecter un certain nombre d'informations supplémentaires qu'elle ne collecte pas aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ces informations-là, vous devrez également en disposer lors de la saisie de ces transactions pour être en mesure de répondre pleinement aux exigences de l'administration fiscale lors de la transmission des informations relatives à ces opérations. Donc, on parle des acquisitions intracommunautaires, on parle des achats de biens qui sont taxables en France lorsqu'elles sont réalisées, fournies par un assujetti non établi. Donc, à présent, on vous a cité l'installation, montage et la livraison de gaz, qui sont des mesures particulières de taxation en France. Également, en matière de services, tout ce qui est achat de services, je suis une société française, j'achète une prestation de service rendue par une société allemande. Vous savez que depuis 2010, la règle générale en matière de territorialité indique que la TVA est due dans le pays du preneur. Donc, si vous avez votre siège en France, vous devez autoliquider la TVA sur ces opérations-là. Ça doit être inclus dans votre e-reporting. Enfin, les échanges avec Monaco, achat de biens avec Monaco, rentrent dans le périmètre de l'e-reporting et devront être transmis à l'administration également. Alors, je me permets un petit ajout sur les achats et notamment, vous pourrez vous poser la question parce qu'on parle d'opérations B2B internationales vers la France. Vous pourrez vous poser la question de pourquoi les importations ne sont pas concernées et sont hors champ de ce e-reporting. L'administration fiscale a répondu à cette question dans le cadre de sa FAQ qu'elle met à jour assez régulièrement et des données que nous pouvons vous communiquer. Concrètement, les importations ne sont pas objet de l'e-reporting parce que l'administration fiscale peut récupérer les données relatives à ces flux avec des échanges avec l'administration des douanes. Donc, c'est vraiment une distinction où pour des opérations B2B qui ne seront où il n'y aura que l'administration fiscale qui sera concernée, on est dans le cadre du e-reporting. À partir du moment à l'importation où les données peuvent être échangées avec l'administration des douanes, les importations ont été considérées comme hors champ de ce e-reporting. Voilà, c'est une mesure assez récente. Hein, c'est lié au transfert de compétences entre la douane et l'administration fiscale avec la mise en place de l'autoliquidation de la TVA à l'importation depuis le 1er janvier 2022, qui permet aujourd'hui de précompléter les déclarations de TVA puisque l'administration dispose des informations en amont qui lui sont poussées par la douane directement. Donc, effectivement, très bonne remarque Mathieu, merci. Les importations sont exclues du périmètre. Autre opération inclue côté vente, cette fois-ci, les livraisons internationales, donc cette fois-ci exportation et LIC livraisons intracommunautaires seront dans le périmètre de l'e-reporting, ainsi que toutes les prestations de services rendues à des assujettis établis hors de France. Donc l'inverse de l'exemple que je vous ai fourni tout à l'heure, où la TVA est due dans le pays de destination, dans le pays où le preneur, le client, votre client, est établi. Ça, c'est pour les opérations B2B. Toutes les opérations B2C taxables à la TVA française entrent dans le périmètre de l'e-reporting, donc les livraisons locales, biens et services. Les ventes à distance. Alors, les ventes à distance, c'est lorsque une société vend des produits au départ de la France et qui sont livrés à un particulier qui est dans un autre État membre de l'Union européenne. Il y a des règles particulières qui s'appliquent à ce type d'opération. La TVA est due en France jusqu'à un certain chiffre d'affaires. Au-delà, la TVA est due dans le pays d'établissement du particulier. Donc, à hauteur de 10 000 € lorsque le pays de départ est la France, ce sera soumis à TVA française, mais également dans l'autre sens, si un Allemand vend en France et qu'il a un numéro de TVA français et que
il a dépassé le seuil que la TVA due dans le pays de destination, c'est la TVA française, il faudra les reporter dans le e-reporting également. Et enfin, toutes les prestations qui sont non imposables en B2C, article 259B, rentrent dans le champ d'application également de l'e-reporting. Et en troisième encadré, on vous a également indiqué que toutes les opérations avec Monaco, comme précédemment, sont inclus dans le périmètre de l'e-reporting en B2B ou en B2C. Grosse nouveauté, attention, les données de paiement. Les données de paiement, c'est une donnée qu'aujourd'hui l'administration n'a pas. C'est une donnée qui ne figure pas forcément dans vos logiciels de comptabilité. Et il va falloir être capable de les rapprocher, de les extraire et de les rapprocher pour pouvoir transmettre cette information à l'administration. Quand est-ce qu'une facture a été payée? Ça, c'est une information que l'administration souhaite connaître lors de la mise en place de l'e-reporting afin de vérifier l'exigibilité de la TVA, notamment, et pouvoir précompléter les déclarations. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Tout ce qui relève des opérations réalisées par un assujetti qui n'est pas établi en France, pardon, ou qui déclare via un RF, un représentant fiscal. Les livraisons de biens et de services qui sont situés en France pour lesquels les fournisseurs sont redevables du versement de la TVA. Et enfin, tout ce qui relève des opérations OSS et OSS. Pour ceux qui ont suivi la réforme e-commerce, vous savez que le One-Stop Shop et l'import One-Stop Shop sont les nouveaux guichets mis à disposition par l'administration fiscale pour déclarer le montant des ventes à distance réalisées dans tous les pays de l'Union européenne. Toute cette partie-là, étant donné que l'administration a déjà les informations, toute cette partie-là est exclue du périmètre de l'e-reporting. Alors, comment les données e-reporting vont être-elles transmises à l'administration fiscale? On va s'attaquer dans un premier temps aux opérations B2B internationales, pour lesquelles, on le rappelle, l'émission d'une facture est obligatoire, donc d'une facture au format électronique si l'opération qui est concernée est éligible au format électronique. Je vous renvoie dans ce cas à la première partie et donc toutes les opérations qu'on a citées dans le périmètre et le champ d'application de la facturation électronique. Quelles sont les données à transmettre dans le cadre de ce e-reporting? Ça va être toutes les données qui sont relatives à la facturation électronique. Alors, ce sont des données qu'on a énumérées en annexes 2 et 3 de ce webinaire. On ne va pas toutes les renvoyer, mais il y avait concrètement 16 mentions au démarrage et 8 mentions cibles qui vont être mises en place au fur et à mesure de la réforme. Une nouveauté à prendre en compte dans ces mentions obligatoires qui est le numéro d'identification sirène du fournisseur et également du client. Donc ça fait partie des choses qui sont assez nouvelles d'un point de vue TVA. Donc on vous communique souvent dans le cadre de nos échanges toutes les mentions obligatoires qui doivent être mentionnées sur facture. Dans le cadre de la réforme e-invoicing, il y en aura une nouvelle pour le fournisseur comme pour le client et ça correspondra à ce numéro sirène. Concernant les méthodes de transmission, il va concrètement y avoir deux méthodes. Soit, le fournisseur va transmettre directement des données de facturation au portail public de facturation sous un des formats structurés qui est accepté par l'administration fiscale, ou sous un format mixte, c'est-à-dire par l'envoi de la facture X que Pascal vous a présenté, qui a l'avantage de contenir un message structuré comme une image, donc qui sera lisible aussi bien pour le client final à travers un PDF qui est attaché que par l'administration fiscale qui va en extraire directement les données. Donc soit une transmission directe au PPF, soit une transmission de données dans un premier temps à la plateforme de dématérialisation partenaire. Donc on pense à l'émission et au fournisseur qui va envoyer ces données à la PDP, qui va, elle, la communiquer directement au PPF pour une extraction des données et un envoi à l'administration fiscale. Et donc, cela concerne, comme vous pouvez le voir en bas, les opérations d'achat comme de vente. Mais on va revenir sur un schéma plus global un petit peu plus tard dans la présentation.
sur le reporting des données relatives aux opérations B2C internationales. Donc, on y revient très rapidement parce que sur les méthodes de transmission et les données à transmettre, on est un petit peu sur les mêmes, les mêmes obligations que précédemment. En revanche, on a distingué effectivement le cas d'une émission de facture électronique et de non-émission d'une facture électronique, car il peut y avoir certaines mentions qui sont distinguées dans ce cas. Donc, pour rappel, il n'y a pas d'émission de facture électronique, notamment quand on est dans le cadre d'une relation B2C assez classique. En revanche, si on émet et on choisit de passer par une facturation électronique, il y aura un certain nombre de données en moins qui viendront parce que effectivement le format de cette facture électronique permettra de garantir un certain nombre de données qui n'auront plus besoin d'être contenues dans le e-reporting. Alors, le e-reporting, c'est aussi être capable de suivre le cycle de vie des factures. Le cycle de vie des factures, c'est une nouveauté qui sera introduite avec la réforme qui permet de changer le statut d'une facture en temps réel. Donc, l'idée, c'est que celui qui fait une action, c'est celui qui met à jour le statut. La première, pour vous donner un exemple, le fournisseur, lorsqu'il va transmettre sa facture, il va d'abord y apposer le statut déposé. Ensuite, le client, il va pouvoir dire j'accepte ou je refuse cette facture, et ce sont des informations qui seront transmises en temps réel à l'administration. Il y a en tout, alors pour l'instant, 4 statuts obligatoires, qui sont ceux que vous avez à l'écran: déposer, accepter, refuser, encaisser. Il y a des statuts qui sont recommandés. Par exemple, le client a la possibilité d'indiquer si il accepte partiellement la facture. Il aura la possibilité d'indiquer peut-être les motifs du refus de la facture, le cas échéant. Donc, un certain nombre, encore une fois, d'actions qu'il va falloir pousser à l'administration en temps réel pour pouvoir suivre le cycle de vie d'une facture, donc jusqu'à son encaissement par le fournisseur. Très important, on y revient, donc les données de paiement, il va falloir que l'administration ait une visibilité sur ce flux financier. Ce n'était pas le cas précédemment. L'administration prenait les déclarations. Alors là, ça touche principalement effectivement les prestations de services, puisque en matière de livraison de biens, l'exigibilité, c'est la livraison du bien, mais en matière de prestation de services, l'exigibilité se situe à l'encaissement de la facture, sauf option sur les débits. Mais voilà, l'administration aujourd'hui qui veut précompléter les déclarations a besoin de cette information sur le paiement des factures. Dans les informations complémentaires qui seront demandées par l'administration, il y aura la qualité du service rendu, c'est-à-dire justement, est-ce que je rends un bien ou est-ce que je rends un service? Si je rends un bien, il faudra obligatoirement qu'il y ait la date de livraison, ce qui n'est pas forcément une information mentionnée aujourd'hui, du moins que ce n'est pas une mention obligatoire, elle le deviendra. Et de même, si je rends un service, du coup, tout l'intérêt de cette information sur le paiement prend du sens dans la volonté de précompléter cette déclaration de TVA. Donc, je me permets un petit ajout également sur cette nature de biens et services. Il y a également une autre catégorie qui va être mise en place, qui est la catégorie double. Alors effectivement, on aurait pu revenir sur ce point lors de la facturation électronique ou lors des données relatives aux opérations qui doivent être reportées. Mais effectivement, alors on n'a pas de description à ce jour de ce que va comprendre cette catégorie double. Concrètement, lorsqu'on est dans une livraison de biens avec installation montage, est-ce qu'on va être dans ce cas? Je pense que c'est quelque chose qui va être déterminé. On parlait d'une consolidation à 75% des spécifications externes. Je pense que c'est des informations qu'on va avoir au fur et à mesure et qu'on vous communiquera. Parce qu'effectivement, pour l'instant, ça ressemble à une catégorie fourre-tout où lorsqu'on ne sait pas dans quelle opération on s'entremet, on va avoir tendance à qualifier de catégorie double, mais effectivement, ça va être à affiner avec les apports de l'administration fiscale à ce sujet. Effectivement, ce sont les cas d'usage qui doivent être complétés, notamment dans le cahier des charges de l'administration. Donc, on sera très vigilant sur
sur ces prochaines mises à jour? Alors ensuite, un schéma qui paraît assez impressionnant à première vue, parce qu'effectivement, beaucoup d'informations à l'écran. Donc l'objectif, c'était, comment dire, une fois de plus, d'éclater un petit peu la vision sur qu'est-ce que vous allez émettre comme document, qu'est-ce que vous allez communiquer comme données, et par suite, comment ces données vont-elles être communiquées, soit par le PPF, du coup, dans le cas d'un circuit A, ou ce qu'on appelle le circuit B1 lorsque la plateforme de dématérialisation partenaire est à la réception. Donc dans ce cadre, effectivement, on va avoir, donc, soit l'émission d'une facture électronique. L'avantage de ce format, c'est que par suite, l'envoi des données e-reporting, il sera fait directement au portail public de facturation. Dans le cadre d'une facture qui serait émise dans un format qui n'est pas accepté par l'administration fiscale, lors de l'envoi des données relatives aux factures au portail public de facturation, c'est le portail public de facturation qui va prélever et traiter ces données afin de les transmettre à l'administration fiscale pour constituer le e-reporting. Et donc, de la même manière, donc, dans les opérations B2C, vous pouvez voir facturation électronique ou mauvais format ou facture papier. Donc, dans ce cas, c'est des transmissions de données que l'on va faire. Facturation électronique, c'est directement le fichier que l'on va envoyer. Dans le cas où il n'y a pas de facture, ça va être de la même manière. Alors, pour ceux qui collaborent de manière régulière avec TVA, ça pourrait s'apparenter, on l'imagine, à un data collection file, c'est-à-dire une espèce d'Excel que vous allez envoyer soit à votre plateforme de dématérialisation partenaire, soit directement sur le portail public de facturation, pour que les données relatives au e-reporting soient communiquées sur ce portail, et enfin que ces données aboutissent ensuite au flux cycle de vie des factures. Donc, l'envoi au PPF puis à l'administration fiscale permettra aux fournisseurs ensuite de mettre à jour le statut du cycle de vie des factures, donc un statut encaissé, un statut refusé ou un statut en attente par exemple. On a reproduit du coup ce schéma dans le cadre des circuits B1, B2 et C. Pour rappel, ces circuits, on s'y intéresse lorsque le fournisseur et le client ont une plateforme de dématérialisation partenaire qui les accompagne. Donc, sur le même schéma, il y aura une émission de facture électronique, de facture dans un format non accepté papier ou sans facture dans le cadre de relations B2C. Cette fois-ci, l'envoi de la facture électronique, l'envoi des données de la facture au format ou l'envoi des données si aucune facture n'a été émise, sera fait non pas au portail public de facturation, mais à la plateforme de dématérialisation partenaire. Cette plateforme de dématérialisation partenaire va une fois de plus collecter les données, les traiter pour envoi soit par le portail public de facturation, soit directement à l'administration fiscale pour celles qui proposeront ce service qui correspondra concrètement à le portefeuille de services que pourra offrir votre partenaire. De la même manière, les données relatives à l'encaissement sont mises à jour sur le portail public de facturation en fonction du statut de la facture. On revient au même statut, c'est-à-dire accepté, refusé ou en attente. Et enfin, il y a une transmission de ces données relatives à l'encaissement entre la plateforme de dématérialisation partenaire utilisée à la réception pour le client et l'administration. Alors effectivement, ça peut paraître un petit peu dense, un peu confus, hein. On vous rappelle que vous recevrez le support après la présentation et que vous aurez tout le loisir de reprendre tout ça à tête reposée. Là, effectivement, Mathieu et moi, qui avons préparé cette présentation, on est dedans depuis un certain temps, donc ça nous paraît plus accessible. Mais voilà, n'hésitez pas, suite à ce webinaire, à revenir vers nous si ça manquait de clarté. Alors, comment s'est transmis le e-reporting? 3 transmissions. Alors, ça va dépendre du régime de TVA de la société qui l'émet. Si elle relève du régime normal de TVA, elle aura 3 transmissions mensuelles à produire dans les 4 jours qui suivent le 10, le 20 ou le dernier jour du mois. Donc, entre le 10 et le 14, entre le 20 et le 24, et entre le 31 et le 4 du mois suivant. Il faudra envoyer cet e-reporting. Les autres sociétés qui ne relèvent pas du régime du réel normal pourront simplement se baser sur une transmission mensuelle de l'e-reporting. Alors,
on va parler du planning et c'est la bonne occasion pour dire qu'on doit accélérer un tout petit peu parce qu'on est un peu débordé sur notre planning. Alors, le calendrier de la réforme et ce que vous devez anticiper, c'est parti. Alors, on va faire une revue assez rapide dans la mesure où c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué lors du précédent webinaire et aucune donnée n'a été modifiée depuis. Donc, on va avoir une obligation, alors je commence par celle-là puisque c'est un petit peu celle qui est très importante à nos yeux, une obligation de réception des factures électroniques pour tous les assujettis à la TVA en France à partir du 1er juillet 2024. À ça se cumule, à partir de la même date, une obligation d'émission de factures électroniques et de transmission de données complémentaires, donc de e-reporting, mais qui ne sera concentré que sur les grandes entreprises. Les grandes entreprises, ce sont les entreprises qui ont un CA et un nombre de salariés supérieur à certains indices. Donc, ce sont les indices qui sont donnés par le Code de commerce. Donc, c'est pareil, on peut vous, vous envoyer les détails de ce sujet, mais je pense que c'est quelque chose qui est su de manière assez générale. À partir du 1er janvier 2025, même obligation d'émission des factures électroniques et des données e-reporting, cette fois-ci pour les entreprises de taille intermédiaire. Et enfin, au 1er janvier 2026, une obligation d'émission des factures qui est généralisée, donc petites, moyennes entreprises et également micro-entreprises. Cela signifie que vous devez anticiper un certain nombre de choses. Donc, dans le cadre du invoicing, vous devrez être prêt à partir du 1er juillet 2024 recevoir des factures électroniques. Donc, vous allez devoir mettre en place un certain nombre de choses dans vos systèmes d'information et vos systèmes informatiques pour permettre cette réception. Et enfin, quand on parle d'émission de factures électroniques, il faut rappeler que l'obligation invoicing ne concerne que les établis et donc ce sont seulement les entreprises établies qui devront mettre en place les obligations selon le calendrier. Enfin, le e-reporting, donc ça, le e-reporting, c'est tous les assujettis, donc toutes les personnes qui disposent d'un numéro de TVA en France qui seront soumis à cette obligation à partir du 1er juillet 2024. Merci Mathieu. Alors, pouvez-vous dire que 2 ans et demi, c'est loin? Pas du tout. C'est un gros chantier qui vous attend, qui nous attend. Nous sommes convaincus qu'il n'est pas trop tôt pour se lancer là-dedans. On vous a mis les principales étapes que nous vous proposons du coup de mettre en place pour être prêt, comme vous l'avez vu, étant donné qu'au 1er juillet 2024, tout le monde doit être en capacité de réceptionner des factures électroniques. Ça veut dire qu'il ne faut pas se baser que sur le calendrier de l'émission, puisqu'au 1er juillet 2024, tout le monde est concerné. Comment ça se passe? D'abord, il faudra communiquer en interne. Vous imaginez bien aller voir votre comptable et lui dire attention, demain tu vas recevoir des factures électroniques. Ça, c'est des choses qui doivent se préparer. Comment ça va se passer? Vérifier auprès de comment on sécurise tout ça de façon juridique. Vérifier avec toute la partie finance aussi, il y a un intérêt là-dedans. N'oubliez pas que le fait de donner de la data permet aussi d'en disposer et ça va vous aider aussi dans l'analyse que vous pouvez faire des données en achat et en vente, un meilleur suivi aussi pour les entreprises. Identifier les parties prenantes, c'est-à-dire aujourd'hui quel périmètre, quels sont les partenaires qui vont être impliqués, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants. Les éditeurs de logiciels aujourd'hui, allez voir votre éditeur de logiciel et est-ce qu'il est au courant? J'espère que oui, mais qu'est-ce qu'il a prévu finalement? Est-ce que votre éditeur de logiciel va se lancer pour être un OD, pour être peut-être même un PDP? Ça peut être intéressant et ça va aussi changer les chantiers, ce que vous devez identifier comme partenaire. Le volume de transactions très important aussi, parce que ça va dépendre aussi du coup des moyens que vous allez développer en fonction. Qu'est-ce qui est impacté, qu'est-ce qui n'est pas impacté? Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez à l'international ou pas? Si vous êtes présent à ce webinaire, j'imagine que vous avez quand même un intérêt dans tout cela. Vérifier du coup pour mettre en rapport les moyens avec ce que vous devez effectivement produire. Il y aura évidemment tout un marché pour la sous-traitance qui va s'ouvrir aussi d'ici le 1er juillet 2024.
quelles sont les options techniques et les coûts. Donc, voir si vous choisissez de développer in-house, donc chez vous, des solutions propres. Il faut savoir qu'une société peut très bien être PDP. Si c'est une grosse société, ben, elle va mettre les moyens, elle va être PDP et du coup, elle va pouvoir envoyer des informations directement au PPF et faire l'économie d'un partenaire tiers. Il faut savoir qu'il y a quand même des avantages aussi à passer par une société tierce. Tous les services, tout le panel de services qui est offert par les plateformes privées vont aider l'entreprise dans la transmission des informations, dans l'analyse des informations et dans le décryptage aussi des informations que vous allez recevoir. Voilà, vraiment, il est pas trop tôt. Il reste même, on a mis 2 ans et demi, mais en fait, on est quasiment plus près des 2 ans que des 2 ans et demi. Donc, ça va très vite. Les prochaines étapes, c'est quoi? On attend une mise à jour de l'administration fiscale aux alentours du mois de juin. Probablement que nous referons une intervention, peut-être pas en juillet, mais en septembre. Mais déjà en septembre, on sera à moins de 2 ans de l'entrée en vigueur de la réforme. Donc, il faudra absolument que vous ayez déjà entamé les premiers chantiers, ne serait-ce que de communication en interne, vérifier que tout le monde est au courant et comment ça va les impacter au quotidien. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire pour ce webinaire. Merci beaucoup de votre attention. Vous verrez que dans le slide que vous recevrez, le PowerPoint, pardon, vous trouverez après la slide finale les annexes. Donc, comme Mathieu les a évoquées précédemment, donc les parties concernées pour les PDP, les missions, hein, la valeur ajoutée que peuvent offrir les PDP. L'annexe 2, c'est les mentions sur la facturation, hein, avec un focus sur ces mentions supplémentaires qui vont être demandées et qui vont vous demander un travail de récupération important lors du développement de vos chantiers. Les mentions cibles, on en a parlé, l'invoicing, et enfin, on vous a laissé certaines questions qui nous ont paru pertinentes et qui, j'espère, pourront déjà répondre à quelques questions qui ont été posées sur le chat et que nous n'avons pas du tout traité et que nous n'aurons pas du tout le temps de traiter vu qu'il est déjà 11h03 à ma montre. Donc, il y a déjà quelques FAQ qu'on vous a inscrits à la fin de notre webinaire et nous ferons peut-être une mise à jour si dans les questions qui sont parvenues lors de ce webinaire, il y a des choses pertinentes qui nous paraissent intéressantes d'inscrire dans ce FAQ, ou sinon, nous nous ferons un plaisir de répondre de façon privée aux personnes qui nous ont consultés. Merci à tous de votre attention. On espère qu'on vous a fourni des informations et qu'on ne vous a pas perdu dans la partie technique sur l'e-invoicing et l'e-reporting. Mathieu, petit mot. Merci à tous d'avoir suivi. Effectivement, on espère que les conseils n'ont pas été trop techniques, mais comme disait Pascal, il n'est pas trop tôt pour s'attaquer au chantier, parce que c'est effectivement quelque chose qui va mettre en exergue beaucoup de services, et donc qu'il faut attaquer bien en amont afin d'être prêt et de ne pas se laisser emporter dans les derniers mois avant la mise en place de la réforme. Donc, merci à tous et bonne journée à tous. On vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire, donc n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir et bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée.